Avez-vous bien identifié tous les éléments qui concernent la gestion de patrimoine dans le projet de loi de finances 2026? Voilà le sujet qui va nous animer à présent, en tout cas sur le plateau de Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Berchebru. Bonjour Benoît Berchebru. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Astoria. Merci beaucoup de venir sur le plateau et de vous plier à cet exercice. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on essaye de comprendre ce qui va finalement avoir dans ce projet de loi de finances. Beaucoup ont éprouvé une certaine lassitude à suivre les différentes discussions. On a aujourd'hui un texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité. Il faut le lire maintenant, il faut essayer de comprendre ce qui concerne les sujets épargne, investissement et plus globalement le sujet gestion de patrimoine. Vous vous êtes plié à l'exercice et vous avez identifié les points à avoir en tête quand même sur ce texte en matière de gestion de patrimoine. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change par rapport aux années précédentes, mais il y a quand même certains points à avoir en tête pour s'assurer d'avoir les bonnes stratégies patrimoniales. Et on peut commencer tout simplement avec la CDHR qui devait être exceptionnelle et qui est reconduite pour la deuxième année, Benoît Berchebru. Exactement. Donc la CDHR, finalement, c'était un texte qui devait être fait uniquement pour 2025. Et donc avec tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, Sénat, est-ce qu'on l'a reconduit, est-ce qu'on vient taxer uniquement les personnes qui dépassent certains seuils, etc. Et ben, le gouvernement se met enfin d'accord avec lui-même en passant en 49.3 et en disant, bon, c'était temporaire, et comme beaucoup de choses en France, ce qui est temporaire devient définitif. Et finalement, aujourd'hui, cette nouvelle règle en disant, la CDHR, elle sera toujours mise en place jusqu'au moment où on repasse sous les 3% de dette du PIB. Et là, ça va être un petit peu compliqué au regard de la dette actuelle. Donc CDHR qui reste effectivement dans le texte. Un mot de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors il y a eu des discussions autour d'un retour de l'ISF. Est-ce qu'on fait un IFI élargi ou autre? On en est où sur l'IFI dans le texte actuel, Benoît Berchebru? C'est peut-être la seule chose sur laquelle on a eu une bonne mesure, c'est que finalement on se dit tiens, on va les taxer. On parlait de la taxation des fonds euros, des contrats de capi, bien sûr, cette fortune improductive. Exactement. Oui. Et qu'est-ce qui est improductif? Parce que la location meublée est productive et la location nue est improductive. C'est vrai que finalement ces amendements ils allaient dans tous les sens et il n'y avait pas de cohérence. Et par chance, finalement, cet élément-là, en tout cas sur cet aspect-là, n'a pas été retenu et finalement c'est une bonne chose. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans l'ingénierie patrimoniale, puisqu'il y a du nouveau sur la taxe qui concerne les holdings patrimoniales, Benoît Berchebru. Alors, effectivement, sur les holdings patrimoniales, ce qui vise, en fait, c'est tous les contribuables qui encapsulent dans leur société holding patrimoniale, quelle que soit la forme. Ça, c'est important, parce que quand on dit société holding, on pense naturellement au SARL ou au SAS, mais pas que, en fait. Il y a aussi toutes les formes, société civile. D'accord. Et là, c'est se dire, peu importe la forme, tout ce qui est société holding, parce qu'une holding a pour but de détenir des titres de participation, et puis on peut détenir d'autres choses. Et en fait, toutes les dépenses somptuaires, les yachts, les bateaux, les choses qui ne sont pas finalement productifs, professionnels, on va les exclure de l'actif professionnel. Pourquoi? Parce que ce qui dit actif professionnel dit une certaine exonération, et surtout quand on met un pacte du trade sur une société holding, on peut bénéficier d'un abattement de 75%. Donc ça, c'est exclu aujourd'hui. Ça, effectivement, il n'y a que les choses qui sont finalement avec beaucoup de valeur et qui ne sont pas professionnelles. Je suis désolé, mais un bateau, est-ce que c'est professionnel? Non. Les pierres précieuses, est-ce que c'est professionnel? Non, ça ne participe pas à l'activité. Pour bien comprendre, parce que en fait, le sujet yacht, bateau, en fait, ça a été notamment mis en avant par ceux qui étaient opposés à ces holdings patrimoniales et qui voulaient les taxer plus. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre d'une holding patrimoniale et qu'est-ce qui, de fait, est concerné par ce dispositif anti-abus, quelque part? Aujourd'hui, il y a eu un recentrage. C'est qu'au départ, il y avait plein d'amendements et donc ces amendements mettaient un peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va vraiment viser les choses qui ne sont pas professionnelles. D'accord. Donc les yachts, les métaux précieux. La voiture. De fonction. De fonction. Mais encore une fois, si on travaille dans le luxe, est-ce que c'est pas logique d'avoir une voiture de fonction d'un certain standing pour aller voir ses clients? D'accord. Aussi, parce que, oui. Donc ça reste ensuite à l'appréciation de l'administration fiscale, si je comprends bien. Là-dessus, sur la voiture, il y a un vrai sujet. C'est la loi est sortie. Maintenant, il va falloir attendre les décrets d'application, si décret il y a, pour dire oui, mais attends, telle voiture, elle rentre dedans, et je sais pas, telle puissance de chevaux ou telle valeur, et la valeur c'est quoi? C'est 50 000, c'est 60 000, c'est 100 000. Une Porsche, est-ce que ça vaut plus de 100 000 ou moins de 100 000? Et donc ça va être à l'appréciation effectivement, soit de l'administration fiscale, soit par décret. Ça concerne les holdings dont la valeur dépasse les 5 millions d'euros, c'est ça? Exactement.
valeur qui des dépasse 5 biens millions détenus, d'euros. oui. Et c'est se dire, les 5 millions d'euros, c'est quoi? C'est la valeur de la société ou est-ce que c'est la valeur de ces actifs qui sont D'accord. visés par la taxe? Et la réponse, c'est bien la valeur des actifs. D'accord. Donc il faut déjà y aller. Donc des actifs qui sont considérés comme des abus. Exactement. Là, Ils sont on comme des compte pas les dépenses participations somptuaires. d'entreprise. Eh ben non. D'accord. Donc du coup, c'est se dire, ça va viser qui? Des sociétés holding où il y a plus de 5 millions de D'accord. ces choses-là. Et donc, du coup, D'où l'exemple du yacht. Je comprends. exactement. J'avance parce qu'on a un sujet timing. Alors, le pacte du trail, il a été beaucoup attaqué durant ces discussions à l'Assemblée nationale. Il est amené, via le texte, donc dans sa forme actuelle, à évoluer quand même. Il est recentré, si je comprends bien, toujours dans cette dynamique de recentrer sur les actifs professionnels. Exactement. Recentrage sur l'actif professionnel pur, c'est-à-dire si j'ai une résidence secondaire mise à disposition des associés à titre gratuit, ça sort. Parce que ce D'accord. n'est pas considéré comme un actif professionnel. D'accord. Au même titre que ce qu'on vient de dire sur la société holding, on voit que le mouvement, là, il est lancé. D'accord? On va uniquement identifier les actifs professionnels pour lui permettre d'avoir une exonération spécifique sur du pacte du trail, actif pro ou pas pro. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur le pacte du trail, on va avoir un recentrage aussi sur la durée. C'est qu'aujourd'hui, sur un pacte du trail classique, j'ai un délai de 6 ans, engagement de 2 ans d'engagement collectif de conservation, et puis une fois que j'ai fait la donation, pour faire simple, les repreneurs, les enfants bénéficiaires de la donation doivent conserver les titres pendant 4 ans. Aujourd'hui, on a un allongement de ce délai de conservation. On passe de 4 ans à 6 ans. D'accord. Donc, le délai global d'un pacte de trail va être de 8 ans. Donc, ça va forcer finalement les bénéficiaires à conserver plus longtemps les titres de société transmis avec cet abattement de 75%. Il y a l'apport cession également qui lui aussi voit son régime un petit peu modifié. Là, on voit que le réinvestissement est porté à 70%, hein, c'est ça? Exactement. Le réinvestissement renforcé, oui, du coup. Exactement. C'est parce que quand j'apporte les titres à une société holding, si je vends ma société holding dans les 3 ans de l'apport, je dois réemployer 60%. C'est pour ça que quand on fait la stratégie apport cession 150 0 BTR, il faut absolument se dire il faut que j'ai 3 ans devant soi pour ne pas avoir cette contrainte de réinvestissement. D'accord. Jusqu'à maintenant, je devais réinvestir 60%, et là, on passe à 70%. Déjà, 60%, c'était élevé. Hein. Je suis parti de zéro, je vends 1 million d'euros, c'est 600 000 euros qu'il faut que je réemploie. Je réinvestis dans d'autres sociétés. Dans d'autres sociétés. Et donc, il faut les trouver, augmentation de capital. Ou dans des fonds d'investissement, mais avec cette une durée idée de réinvestir dans l'économie réelle. Exactement. Et là, on passe sur un réinvestissement de 70%. Donc, d'accord. On voit bien qu'ils veulent reflécher l'épargne pour dire, bon, on a besoin de vous pour soutenir nos petites PME, l'économie de manière générale. Puis surtout, pour aider à cela, en fait, jusqu'à maintenant, on avait 2 ans pour réemployer ces 60%. Maintenant, on va avoir 3 ans pour réemployer les 70%. Donc, on a une année supplémentaire, ce qui est quelque chose qui est intéressant en termes de timing. Alors, pour bien comprendre, c'est 3 ans de délai avant de réemployer ou c'est 3 ans de réemploi et au bout duquel on peut sortir? Non, j'ai 3 ans, j'apporte mes titres à ma société holding. Là, est-ce que je vends dans les 3 ans de cet apport-là? Si je vends dans ces 3 ans, je vais avoir 3 ans supplémentaires pour pouvoir réinvestir les 70%. Oui, pour pouvoir choisir mes investissements. Exactement. Alors qu'avant, j'avais 2 ans, 24 mois, c'est court. Hein. Oui. Quand on vend une entreprise, on fait le closing, etc., on est un peu séché. Et là, il faut repartir 2 ans pour réinvestir. Donc là, il faut réinvestir plus, mais on a un peu plus de temps pour décider dans quoi on réinvestit. Exactement. Et je pense que c'est une bonne mesure, ça va dans le bon sens. Dernier sujet, alors là, c'est ce qui concerne le plan épargne retraite. Il fallait le voir, et vous l'avez vu, il y a quelques petites évolution quand même sur ce PER qui a été beaucoup mis en avant pour financer sa retraite et qui voit quand même quelques petits marqueurs, curseurs évoluer, Benoît Bercher-Bru. Tout à fait. Quand on prend le projet de loi de finances qui a été déposé en 49.3, il y a juste un article 3 qui vous dit conforme. Et là, c'est se dire, mais conforme à quoi ? Il n'y a rien qui est rédigé. Et donc là, il faut reprendre toute la procédure du PLF et du 49.3 et c'est se dire c'est conforme au dernier texte qui a été déposé. Le dernier texte qui a été déposé, c'est le texte qui a été déposé au Sénat. Et justement, le Sénat prévoyait sur ce PER-là, la non-déductibilité à partir de 70 ans. D'accord. Et deuxièmement, le fait d'augmenter les plafonds. Jusqu'à maintenant, je pouvais revenir 3 ans en arrière. Maintenant, je peux revenir 5 ans en arrière. D'accord. Donc finalement, c'est peut-être se dire, pour faire passer la pilule de la non-déductibilité des primes après 70 ans, je vous permets, vous, avant 70 ans, d'aller chercher non plus 3 plafonds, mais 5 plafonds.
Donc ça va plutôt dans le bon sens aussi, ou est-ce qu'il faut faire attention aussi Non, à... à mon sens, ça va dans le bon sens. Qui finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de contribuables qui faisaient du versement PER avec des primes déductibles après 70 ans? Oui, il y en a, mais c'est quoi? C'est 0,001% des contribuables. Donc oui, on fait un recentrage sur de l'épargne retraite classique. Mais là, ce qui est important, c'est effectivement cette augmentation de plafond où on passe de 3 à 5 ans. Mais attention, cette augmentation va peser sur les finances publiques, puisque finalement, comme j'ai 2 plafonds en plus, bah, du coup, je vais pouvoir déduire plus. Bien sûr. Donc là, il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas sur la stratégie du gouvernement, c'est de dire aujourd'hui, on va chercher finalement plus de revenus ou en tout cas de recettes, et on donne un avantage fiscal encore supplémentaire plus long. Faudra qu'on m'explique. Bon, et ben à suivre avec vous dans les prochaines semaines ou prochains mois. Benoît Bercher-Bru, merci beaucoup en tout cas d'avoir Avec décrypté plaisir. ce projet de loi de finances 2026 sous l'angle donc de la gestion de patrimoine. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Astoria. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.